Alors, j'avais prévu, donc comme vous avez vu sur le programme, il y a cette chose, truc, machin. Table ovale, très vague à la fin qui s'appelle discussion et conclusion. Donc, on sait très bien que, surtout vendredi, à ce moment-là, tout le monde va être sonné. Mais je voulais quand même, donc j'ai rien de prévu de spécial. Donc, s'il y a des éléments de discussion que vous souhaitez aborder, on peut le faire. Je pense que c'est une bonne idée de pas forcément beaucoup dépasser 17h30 parce que j'avais quand même promis à des personnes en présentiel que des marchés de Noël. Merci, merci Camille. Je suis aussi conscient que les personnes qui sont ici en présentiel, en fait, on est un peu dans une situation de privilège parce qu'on va pouvoir continuer les discussions si on le souhaite plus tard. Donc, peut-être j'ai envie d'inviter les personnes en ligne, si jamais vous avez des choses que vous souhaitez partager, des choses à dire, je vous invite à le faire. Si vous n'avez rien à dire, je peux très bien comprendre aussi. Mais si vous souhaitez saisir l'occasion, l'occasion se présente. Moi, je veux bien prendre la parole, du coup. Ouais. Je suis toujours là. C'est un peu bizarre de suivre à distance, mais je voulais remercier tout le monde. Moi, je travaille, en fait, comme je l'ai dit dans ma communication, je travaille pas tellement sur le discours dans un contexte professionnel. Donc, j'ai appris plein de choses. J'ai eu plein de pistes de réflexion, bien trop de pistes de réflexion. Donc, ça m'a beaucoup apporté. Mais finalement, je vois quand même beaucoup de sujets communs qu'on travaille sur, par exemple, sur l'interaction dans le domaine récréatif, professionnel, etc. Il y a vraiment plein de problématiques qui reviennent. Donc, vraiment merci pour cette journée. Merci. Oui, je partage l'évaluation générale des points communs. C'était un peu ce que j'avais espéré et c'est un peu ce qui s'est produit, donc c'est bien. Je ne vais pas forcément lancer de questions maintenant, mais dans ma tête, il y a potentiellement une suite donc, à ça, donc on peut en parler plus tard. Et du coup, avec ça en tête, que ce soit maintenant ou à un autre moment, pas forcément ce soir, mais à un autre moment, je veux bien savoir si pour vous, vous pensez que par rapport, parce que ce qui a été abordé dans ma journée, c'est très varié, donc on a vu plein de contextes assez divers. Et en fait, je voulais savoir si vous identifiez des angles morts, donc les choses où là, il y a des contextes qui pourraient être intéressants, mais qu'on n'a pas abordés, où je connais des gens qui travaillent sur tel ou tel contexte qui pourraient être pertinents par rapport à toutes les questions qu'on a abordées ensemble. Et la même chose de manière très générale, si vous avez connaissance d'autres personnes qui travaillent en milieu francophone, enfin plus particulièrement en France en fait, mais sur ce type de questions. Donc il y a certaines personnes que certains d'entre nous connaissent qui ont été citées, donc Patricia Lambert par exemple, donc, qui m'avait contacté et qui s'excuse de passer par là. Mais si jamais, oui, il y a des gens que vous avez en tête et que ça pourrait être intéressant de contacter, n'hésitez pas à me le dire. Comme je dis, c'est pas forcément une question pour maintenant tout de suite, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager ça. Parce que, oui, c'est bien. Merci Adam. Je pense qu'effectivement, il y a toute la partie langue pro du GERAS, tu vois, il y a Philippe, Caro, tout ça. Intéressé, Caroline était là d'ailleurs. Et puis, tu parles de Patricia Lambert, il y a ce fameux réseau Fort Pro, alors qui est un réseau fermé en fait, puisqu'il s'intéresse aux enjeux de didactique professionnelle, qui est structuré dans les écoles d'agro, historiquement. Du coup, ICAR fait partie, et les 9 et 10 janvier prochains, si vous allez sur le site d'ICAR, vous verrez qu'ils organisent les 10e journées, ou c'est les 10 ans, enfin il y a un truc. Et donc, il y a toujours une partie, quand ils se rencontrent, en didactique professionnelle, comme j'ai dit, qui travaille sur formation et langue, enjeux de langue et de formation professionnelle. Donc, il y a ça. Et je pense que peut-être, ça pourrait être intéressant, mais comme c'est la partie sciences du langage, tu connais mieux que moi, de travailler cette interface-là. Notamment parce que je pense que ce qui sort, ce que tu as dit Camille et tout, c'est qu'on se dirige quand même vers une ouverture vers les langues secondes, pas que les langues d'intégration, mais les langues secondes et des enjeux de formation professionnelle. Effectivement.
Et après, moi, ce qui m'a paru comme le point commun que j'ai vu, c'est vraiment le statut du discours numérique professionnel. Là, il y aura un truc à faire là-dessus, je pense. Voilà, de ce que j'ai vu, j'ai noté, moi. Le truc que j'ai mis en gros, c'est le discours numérique professionnel. Donc, je sais pas, Fiona, par exemple, par rapport au colloque que tu avais organisé sur le social semiotics et tout ce qui... Est-ce qu'il y avait des éléments professionnels qui ont été abordés qu'on a Non, vu? pas du tout. C'était pas fait dans le cadre de tout ce qui est professionnel. Hein. C'était non, pas du tout même. Mais Merci, Cathy. Mais, étudiante. Mais moi, je voulais. Non, mais je voulais revenir sinon, donc je peux pas. Non, c'était pas du tout LEA, enfin, Oui. appliqué. J'avais ma casquette de linguiste systémique là, pour représenter la petite communauté qu'on est en France, mais où il y a un fort intérêt par ailleurs pour tout ce qui est anglais de spécialité, textual linguistique, évidemment, et c'est pour ça que je suis là, que je suis au stade où je suis aujourd'hui. Mais l'intérêt pour les langues secondes, chaque fois dans mes rapports de stage de mes M2, enfin, quand j'ai repris le M2 il y a 8 ans, c'était un rapport de stage vraiment bateau. Ça n'avait pas été dirigé par le master par un linguiste auparavant. Et donc, j'ai mis à une partie dans le rapport réflexion sur les compétences linguistiques et la place des 3 langues. Donc, quand est-ce que vous parlez, enfin, quelle langue utilisez-vous, l'oral, l'écrit, et quelles sont les pratiques discursives, parce qu'avec moi, ils avaient eu le cours sur les différents genres, enfin, genre, il ne faut pas trop dire ça dans certaines communautés, mais genre discursif. Moi, je préfère dire format ou pratique communicationnelle. Et donc, du coup, j'avais beaucoup d'infos sur quand est-ce qu'on parle la langue B, donc l'espagnol. Enfin, donc, il y a des choses à voir aussi sur le statut de chaque langue. Et le problème de la formation LEA, c'est que, on en a parlé la semaine dernière, c'est que la maquette doit être pareille, enfin, sur la surface pour les 2 langues étrangères, alors que les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, évidemment, la langue B, donc l'espagnol, l'italien, etc., ça va être utilisé à l'oral. L'anglais, c'est l'écrit, puis dans les réunions, donc et les rapports de pouvoir. Donc, il y a des choses à faire là, mais mais il y a un problème de décalage entre ce qu'on a le droit de proposer dans nos maquettes et la réalité professionnelle de nos étudiants. Et je finissais avec cette situation paradoxale où ils maîtrisaient typiquement très bien leur langue B, parce qu'ils venaient souvent, ils étaient bilingues, c'était souvent enfants d'immigrants, où ils étaient venus en France pour ce master parce qu'ils avaient déjà le russe, le chinois ou autre chose. Et donc, ils n'avaient pas l'anglais, c'était l'anglais qui pêchait, alors que c'était l'anglais la base, comme on dit aujourd'hui. Hein. Et donc, moi, je me sentais très mal à les envoyer en stage, alors qu'ils ne maîtrisaient pas l'anglais, alors qu'à l'écrit. Donc, il y a tous ces problèmes, ces enjeux-là, que je n'ai plus besoin de régler. Mais voilà. Donc, je rebondissais sur ce que tu disais sur les différentes langues. Je peux dire un micro-truc? Merci, Adam. Par rapport à la deuxième question que tu as posée à Camille, en fait, ça fait longtemps qu'on plaide. Si tu veux, Camille, je t'enverrai les liens, mais ça, c'est pas moi, c'est un travail collectif qu'on fait depuis une dizaine d'années sur la place de la formation à la langue de spécialité en général dans les filières de linguistique.
C'est-à-dire, c'est complètement aberrant quand elle est le CER en pré-pro, donc des facs de France, il n'y a pas initiation aux langues appliquées, à la langue de spécialité, aux enjeux de langue, au travail, parce qu'en fait, concrètement, et c'est bien ce qu'on a vu là, c'est là qu'est la grande masse de la demande. Alors, on ne raisonne pas forcément en demande, hein, mais si on veut essayer d'avoir une certaine opérationnalité et efficacité de ce qu'on fait, c'est quand même un angle à privilégier. Et par rapport à ce que tu dis, Philippe Miot, notamment, j'y pense parce que j'en ai parlé la semaine dernière dans l'autre truc où j'étais à Rennes, là. Tiens, j'ai dit truc, la conférence où j'étais à Rennes, on a beaucoup réfléchi à ce niveau B2, au niveau ça. Alors ça, c'est pour les formations à l'université, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un niveau B2, qu'est-ce que ça veut dire, et en fait, quelles compétences fines ont besoin d'être mises en œuvre dans le contexte professionnel visé. Et là où on manque de descripteurs ou de finesse de description de caractérisation, justement, c'est sur ces niveaux de premier niveau de qualification où dans les faits, il y a énormément de besoins, en fait. Et puis, c'est par là aussi qu'on ira, le mouvement va par là, quoi. Donc, il va falloir accompagner ce mouvement-là très clairement. Et moi, ça me lave toujours de voir à quel point c'est pas tellement documenté, c'est pas tellement investigué. On va pas aller voir sur le terrain ce qui se passe. Une anecdote et 2 micro-questions. Pour enseigner à mes étudiants ce qui est un genre littéraire ou n'importe quoi, je leur dis, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Il y en a une fois qui m'a dit, bah, je sais pas, j'écoute des musiques de TikTok. Et donc, cet arrasement finalement de genre, parce qu'avant on pouvait dire, bah oui, le rock, machin, le rap, etc. Est-ce que c'est pas aussi un peu des choses qu'on retrouve dans les milieux professionnels, que nous on n'a pas encore documenté, type, là mon site, Don't Say Hello, et les communications professionnelles qui finissent par ta, par exemple, ça m'étonne beaucoup, parce que j'aurais jamais osé faire ça avant. Et je vois sur Slack, et des gens, enfin, je connais des gens qui travaillent à la banque, ils passent leur vie sur des canaux à côté, à déconner avec l'équipe de développement indienne. On parlait tout à l'heure. Exactement. Il y a de la paracommunication où il faut vraiment quand même maîtriser un petit peu pour même avoir un service de la part de l'autre équipe, par exemple. Et donc, il faut savoir beurrer certains moules. Excusez-moi, c'est la fin de la journée, donc voilà. Je le vois, alors dans des trucs beaucoup moins rigolos, quand je fais des interprétations, de l'interprétariat avec des gens en prison. Quand j'arrive avec mon accent américain, ils me disent « Oh putain, c'est le F, ils nous ont envoyé. » Et donc, j'ai un accent de travail qui est un accent nigérian. Je ne peux absolument jamais sortir dans la vraie vie. Je parle pas. Oui, ouais. Je parle scots. Donc, je veux dire, j'ai des aptitudes dans d'autres variétés d'anglais. Tu nous feras un petit non, non, vraiment. Opiner après. Vraiment. Ce soir, moi, ça me fait. Ce soir, je vous le déteste, c'est toujours enregistré là. C'est ça. Non, mais vraiment, jamais je ne le sors en dehors de j'ai une personne à qui il faut que je parle et qui communique avec moi dans une variété dans laquelle on se comprend tous les deux parce que je fais hyper gaffe. Parce que, par exemple, très, très bête, hein, mais une personne m'a dit she said, I bet him. Bet, moi j'ai compris mordre. Sauf qu'évidemment, dans le contexte, alors vu le contexte, évidemment, moi je décroche le cerveau et puis je fais juste la traduction. Évidemment, c'est beat, ce qu'il fallait comprendre. Et là, le fait de parler le même avec la même variété phonologique fait que je comprends beaucoup plus facilement maintenant et que je me dis, bah bien sûr, là il dit ça comme ça parce que. Et ça aussi, c'est des réalités de terrain hyper appliquées qu'on n'a pas encore vues, quoi. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Et tes micro-questions? Non, c'était ça. Est-ce qu'on commence à prendre en compte ces nouveaux genres communicationnels, le fait que parfois, il faut switcher, y compris on en a appris à écrire un mail, ce qui n'est pas une compétence qui vient naturellement à nos étudiants, loin de là. Et derrière, il faut apprendre à écrire un mail un peu informel. Il faut apprendre à écrire sur Slack. Il faut apprendre à... Oui. En n'étant pas vulgaire, quoi. Enfin, oui, c'était un peu ça qu'on avait découvert tous les deux, avec l'ancienne étudiante qui dit, en gros, j'écris comme on m'a dit à l'université. On m'a dit qu'il fallait écrire comme ça. Si je fais ça, on se moque de moi.
Ok, ouais, c'est intéressant. Effectivement, oui. Et même, parfois, même chez les étudiants, je trouve qu'il y a des mots qui m'interpellent. Donc, l'autre jour, en cours, on parlait de nouvelles, entre beaucoup de guillemets, formes de communication, et je mettais des raccourcis qu'on utilise dans les trucs sur WhatsApp et des trucs comme ça, et quelqu'un dit ah oui, c'est du langage SMS. Je dis ah oui, mais vous, à mon avis, vous envoyez plus des SMS si, et là il dit bah non, évidemment que non, en fait. Et en fait, tous ces trucs, ça va tellement vite. Et oui, par rapport à ta question de genre, oui, ça va super vite. Et c'est intéressant qu'on puisse dire là-dessus. Ouais, c'est sûr. Et j'ai compris que ça allait vite et que j'étais vieux et tout ça. C'est fini, hein, ça. Quand j'étais récemment à donc une réunion, un truc familial avec plusieurs personnes, et notamment des jeunes personnes qui ne comprenaient rien à notre blind test qu'on était en train de faire, qui ne connaissaient pas la musique. Et en fait, on a trouvé un blind test musique YouTube. Voilà. Et TikTok, voilà. Voilà. Ouais, TikToker. Voilà, c'est ça. Et en fait, forcément, tout le monde qui avait plus de 18 ans a été perdu, quoi. C'est un truc. Effectivement. Après, alors, je vous conseille, dans le prochain article, le numéro des langues modernes que j'ai donné, l'article de Stéphane Hoyer et d'Anam, qui propose d'entrer dans toutes ces questions-là par la variété de la variation. Bien que toi, bien sûr, mais c'est-à-dire comment est-ce que finalement, quand on forme les étudiants en langue dans une filière classique qui n'est pas LEA, LCER, finalement, on fait quoi? On fait de l'histoire et de la littérature, en gros, et de la linguistique, mais classique. Enfin, comme si on s'inscrivait dans un cursus d'histoire. Et en fait, ça ne correspond pas du tout ça à la réalité du métier d'enseignant. Et il y a une dimension à laquelle il faut s'adapter tout le temps. C'est quand même propre à notre métier, puisque par rapport à ce que tu décris, ça doit être toujours en phase, enseigner quelque chose au lycée, etc., qui va être toujours en phase avec le besoin. Ça on ne nous l'enseigne pas, mais j'ai envie de dire, par essence, c'est la propriété ontologique des formations à l'LCER, de ne pas enseigner ça, de ne pas enseigner l'évolution. C'est une sorte de permanence, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, mais bon, je connais très très mal cette filière, je l'ai mis les pieds depuis le siècle dernier. Je pense. Non, mais alors, de ce que je vois maintenant, je suis ahurie. Je me dis, mais il faut encore le cours de Monica Charlot en 92. C'est toujours l'exemple qui était un excellent cours par ailleurs. Et donc, la question, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on fait comprendre aux étudiants, dès la L1, le positionnement qui est souhaitable quand on veut être dans ces dimensions de langage et de discours professionnellement. Voilà. Comment c'est un super angle et comment est-ce qu'on y entre. Et ce que tu dis aussi, c'est la variété. La variété, la variation d'une émission. Tu vois, peut-être voir un truc là-dessus. Je peux me permettre parce que du coup j'ai été cité. Donc l'article en question, ça décrit. En fait, j'ai découvert c'est la personne avec qui je partage mon bureau en fait qui est hispaniste. Et on a découvert un peu par accident qu'on faisait un peu la même chose en cours, mais d'une autre manière, où on aborde des cours donc en ce qui me concerne d'anglais et lui donc d'espagnol, où on commence par la variation et en fait on enseigne très tôt. En gros, la notion d'indexicalité, avec l'idée que si on peut identifier un rapport indexical, bah, à partir de là, on peut identifier n'importe quel rapport indexical. Donc, même si ce n'est pas le type de variation qu'on a vu en cours, et voilà, parce que forcément, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais en fait, on est toujours en retard. Donc, et j'ai envie de dire en LOA, on est privilégié parce que je lis les rapports de stage et en fait je dis ok, mais les étudiants font ça, incroyable, okay, je savais pas, et en fait on peut le réinjecter, mais on est déjà 1 an, 2 ans, 3 ans en retard par rapport à ce qui se passe. Et donc nous on était parti un peu du principe que bon, ce que j'enseigne comme donc quelque chose qui indexe donc un certain milieu professionnel maintenant, peut-être dans 3 ans ça va pas être le cas, mais si on peut enseigner l'identification du lien indexical, ben en fait, c'est un truc transversal qu'on peut appliquer à n'importe quelle situation. C'est un peu ça l'argument qu'on a essayé de mettre en avant. En tout cas. Tu dis beaucoup mieux que moi, mais c'est exactement. Si je peux rebondir, c'est super intéressant aussi parce que c'est faire comprendre aux étudiants que le langage, l'utilisation de la langue pour
les affaires, par exemple, pour le travail, c'est pas un cas spécial, c'est aussi le lieu de tout plein d'indices et d'indexicalité qui sont super importants, parce que si oui ou non on name drop, tel ou tel, oui, anyway, I'm getting excited. C'est effectivement. Et en fait, alors du coup, Stéphane, il en parle. Donc Stéphane, il a une façon super cool de faire ça en cours. Donc il transforme ses étudiants et ses étudiantes en détectives linguistiques, en fait. Donc en gros, à l'évaluation à la fin du semestre, ils vont lire et entendre de l'espagnol de quelque part. Et il faut qu'ils disent d'où ça vient ou de quelle époque et des trucs comme ça, basés sur ce qu'ils ont vu en cours. Et il y a plusieurs personnes qui nous ont dit waouh, mais c'est super compliqué, c'est très complexe. Et en fait, donc on a parlé, donc Camille, tu as mentionné le cadre européen, et tout ce qui est variation sociolinguistique, c'est un peu mieux entre guillemets sur la dernière version, mais tout ce qui est variation sociolinguistique, ça arrive à la fin. Donc c'est vraiment sur les compétences quand on est à des niveaux super élevés. Et j'ai toujours trouvé ça vraiment bizarre, parce qu'en fait, la sensibilité sociolinguistique, tout le monde l'a dans leur première langue. Tout le monde a ça. Et en fait, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement compliqué à saisir et comprendre. J'ai toujours trouvé ça un peu curieux que ce soit toujours laissé jusqu'à la fin. Dans les cours, entre guillemets, classiques d'anglais qui traitent de la variation, c'est toujours à la fin. C'est toujours troisième année de licence, on fait jamais ça quand on apprend au début. Et donc, ouais, on était un peu parti de là. C'est ce qui est hyper intéressant dans le titre de la journée. Je pense qu'il faut construire là-dessus, c'est la transformation socio-linguistique du travail. C'est-à-dire qu'il faut être sur le processus, pas sur l'arrivée, parce que l'arrivée, il y aura toujours un décalage. Oui, c'est ça. Donc, il faut travailler sur l'acquisition, enfin, le processus, et le processus de la description et de l'acquisition. Il me semble. Hein. Et vraiment, moi, ce qui m'a frappé, hein, c'est ce statut, c'est pas de l'oral, c'est pas de l'écrit, c'est de l'hybride. Qu'est-ce que c'est que ce discours qui est forcément mixte, hybride, forcément. En fait, ça rejoint. Je peux ? Bien sûr. En fait, ça rejoint le monde du travail actuel où il faut toujours s'adapter, n'est-ce pas ? Pour citer la philosophe de Bordeaux, là, il faut s'adapter. Barbara Stiegler. Il faut s'adapter, donc critique du monde néolibéral sur le terme qu'on confond souvent, elle remonte vraiment aux origines du terme, parce qu'on l'utilise tout le temps comme critique, mais il y a toute une littérature derrière. Mais ce qui serait bien de faire, en fait, c'est de mettre, je vais dire un truc qui va te faire plaisir à nous tous, mais de mettre la sociolinguistique, ou enfin sensibiliser aux enjeux sociolinguistiques au début de nos cursus universitaires, en première année de n'importe, que ce soit LEA ou LCER. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? C'est quoi leur statut pourquoi est-ce qu'ils font les langues? Et ce qui m'énerve en LEA, là, on va partir sur les maquettes et les MD5, mais il n'y a aucun cours pour que les étudiants se demandent, mais c'est quoi, pourquoi ils sont là et c'est quoi ce statut de trilingue et quelle est la part de commodification, par exemple, aux constructions sociales de chaque langue, etc. Enfin, ça, s'il faut le faire. Et après, on comprend pourquoi on travaille en langue. Et ça va peut-être les motiver aussi. Et voilà. Je veux bien terminer sur ces paroles. C'est ça, à tout le monde. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Super haute, hein. Merci beaucoup Célia et désolé que je ne pouvais pas être parmi nous. Donc je vais couper de manière brutale pour d'autres choix. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à un moment donné. C'était super.
Mais avec en fait,